Nous étions sur la Centrafrique et on évoquait donc ces mises en garde de Washington contre toute tentative de déstabilisation du pays. Firmin, parlant de la Centrafrique, on ne doit pas oublier également les retours des deux anciens présidents, Michel Djotodia et le général Bozizé, qui sont revenus au pays. Ça aussi, c'est sujet d'inquiétude. Oui, ça peut être sujet d'inquiétude dans la mesure où l'un a chassé l'autre. Donc, c'est des situations aux antipodes. Chacun a son groupe de milices. Et donc, ils vont toujours se combattre du moment où on n'a jamais réussi à les unir ou à pacifier en quelque sorte leur position. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'un, avant d'arriver, a eu le soutien de la France. L'autre, avant d'arriver, a aussi eu le soutien de la France. Donc, c'est la France qui a toujours décidé de la Centrafrique. Le père, ou pour ne pas dire le patron de la Centrafrique, c'est la France, qui est en première ligne en Centrafrique. Mais aujourd'hui, il faut dire simplement que si les Centrafricains eux-mêmes veulent la paix, ils auront la paix. C'est tout. Parce que s'ils veulent, ces gens-là, que ce soit le président Bozizé ou le président Djotodia, ils ont déjà fait leur vie. Mais vous les suivez, vous allez vous entretuer. Après, eux, ils vont quitter. Parce que vous imaginez que quand Hollande avait demandé à Michel Djotodia de quitter, après, quand il a quitté, c'est au Bénin qu'on lui a demandé d'aller rester. Aujourd'hui, on lui donne la possibilité de revenir. Donc, eux, ils peuvent trouver des moyens pour s'en sortir facilement. Mais il revient aux Centrafricains même de prendre leur destin en main et de cesser de s'entretuer. Parce que c'est leur avenir maintenant qu'il faut préparer. Mais l'autre chose que je voudrais ajouter, en fait, ce qui se passe au niveau de la guerre entre les Occidentaux, où Basile a beau parler de guerre froide, je pense que la Russie et la Chine sont en train de vivre les mêmes histoires que les Occidentaux des années 1800, 1900. Ils ont pensé, arrivé à un moment donné, ils ont pensé à l'Afrique. Ils ont pensé comment écouler leurs produits, comment chercher des débouchés. Et ils ont continué, ils sont venus sur le continent africain et ils se sont appropriés des terres qu'ils gèrent jusqu'à présent. Donc, les Russes aussi, que ce soit les Russes, vous n'oubliez pas aussi les Turcs, qui sont aussi en train d'entrer dans le jeu. Quand vous voyez même sur nos produits, sur nos marchés aujourd'hui, vous allez vous constater beaucoup de produits turcs. Ils sont aussi en train de chercher des débouchés parce qu'ils n'arrivent plus à écouler leurs produits. Les Russes aussi sont dans cette dynamique. Les Russes, les Chinois, et ils veulent construire, ils veulent avoir des territoires d'outre-mer aussi. Ce que les Français ont réussi à faire, ça fait déjà plus de 30 ans, 40 ans. C'est ce que les Russes et les Chinois et d'autres peuples ou d'autres nations sont en train de faire ou ont commencé par faire. Donc, au-delà de tout, c'est que ce soit une guerre politique, c'est aussi une guerre économique. On vient, on prend politiquement le pays et après, on va voir si le terrain est favorable à l'investissement. Nous allons demander à nos investisseurs de venir investir dans le pays. Donc les Français sont en train de se dire, mais si ceux-là, on les laisse, ou les Américains se disent, si ceux-là, on les laisse, on leur demande de venir s'installer. Donc, peut-être, avec le temps, nos produits auront toutes les difficultés à être écoulés ici. Et l'autre chose, quand ils vont venir, ils vont chercher à savoir comment nous exploitons les ressources. Si ils arrivent à soutenir un président, un chef d'État, il arrive, le chef d'État peut-être va lui concéder peut-être une partie du territoire que lui ou l'autre qui vont contrôler. Donc c'est une guerre économique, politique, sociale. Mais il revient simplement aux Centrafricains de prendre leur destin en main, de se dire qu'est-ce que nous voulons. Parce que ça fait des années, depuis les indépendances, la Centrafrique n'a jamais vécu un moment de paix. Mais il est temps que les choses évoluent. Mais le problème aujourd'hui aux Russes, c'est que on a l'impression, quand on regarde certains pays, on a comme l'impression qu'ils se sont dit, on n'a pas gagné avec la France, on n'a pas gagné avec les États-Unis, bref, on n'a pas gagné avec l'Occident, on va faire avec la Russie. Mais tout ça, c'est la même chose. Ils sont aussi là parce qu'ils veulent avoir leur assise sur les richesses. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est la même chose. Comme moi, je dis souvent, il n'y a pas de bons colonisateurs. Ça n'existe pas. Et ce qui est vrai aussi, c'est que l'Afrique, c'est un gros marché. C'est le marché de rêve. Alors, la Centrafrique, c'est pire parce que, si vous voulez, la Centrafrique, c'est le bassin du Nil. C'est les sources du Nil. C'est les zones les plus convoitées de la planète. C'est le fantasme de tous les conquérants.
les sources du Nil, les sources de la richesse, l'or, c'est-à-dire, limite, c'est un gâteau tellement gros que le problème, généralement, quand je vois un peu l'analyse qui se passe au niveau des Occidentaux, c'est plus comment va-t-on le manger. On ne s'entend pas sur comment on va le manger. C'est tellement il est gros. Et maintenant, là où se situe le péché du continent africain, c'est de penser que ce qui se passe en Centrafrique ou au Congo ne nous concerne pas, nous qui sommes au Togo et qui sommes au Bénin, alors que ça nous concerne pleinement. Ce qui a pu se passer pour les indépendances au Togo dans les années 57, 58, 60 a profondément inspiré les répressions que le Cameroun a connues dans les années 60 et avant, et même après. Donc, du coup, comment dirais-je, il n'y a pas, comme je dis, de bons colonisateurs, mais il faut voir dans quelle mesure on peut trouver de bons collaborateurs, sur quoi on coopère. Quelle est l'optique que l'on décide d'élaborer pour le continent et pour le pays. Et c'est là où se situe le mal, et c'est là où se situe parfois notre fourvoiement. Pourquoi ? Parce que on nous laisse croire qu'il n'y a qu'un seul mode de développement. Il y a une seule optique de développement. Et cette optique de développement-là, c'est de nous faire croire à nous tous Africains que notre développement n'est possible que par l'arrivée d'investissements de l'autre. Nous sommes capables de construire nos routes, de faire nos écoles, de faire nos latrines, d'assurer la paix, d'assurer, l'efficience de nos armées, que si c'est l'autre qui nous prête de l'argent, que si c'est l'autre qui nous montre le chemin à suivre, que si c'est l'autre qui investit en nous. C'est ça un peu le truc libéral. Et c'est ce qui est défendu. Grosso modo, oui, non, ça va marcher quand les investisseurs vont venir. Du coup, les leaders que nous avons et qui ont été profondément inspirés par le soft power de l'autre, c'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez la Centrafrique, vous allez avoir des leaders politiques. Le vice, c'est qu'ils ne sont peut-être pas tous mauvais. Mais le problème est qu'ils sont d'école, ils sont de formation, ils sont d'un soft power qui leur dit, pour que la Centrafrique se développe, il faut que ça ressemble à New York. Il faut que ça ait l'économie de l'Angleterre. Il faut qu'on ressemble, il faut qu'on occidentalise. Et cela n'est possible que si les apports financiers viennent de l'autre. Et pendant, au niveau des apports financiers, vu qu'on est strangulé, vu qu'on est sous endettement et tout, il faut négocier avec des puissances. Et après, les gens se disent, mais comme échappatoire, et si on faisait la Russie et la Chine? Sauf que le problème avec la Russie et la Chine, c'est que ils sont dans des consortiums où l'Afrique est exclue, où l'Afrique n'a pas elle n'existe pas. Elle n'a pas le droit à la parole, elle n'a pas d'influence. Je donne un exemple. La fois dernière, on a eu une réunion sur la Libye à Berlin, sans présence de l'UA, sans même que les Africains aient un mot à dire. Et la Centrafrique, c'est un peu ça. Donc, à un moment, il faut qu'au niveau des nations africaines, on se pose la vraie question. Et moi, la vraie question, je vais la poser. Est-ce que l'Africain, vous par exemple qui nous suivez, qui êtes capable, je me rappelle, il y a une intervention de Caliste Beyala qui dit quelque chose de pertinent, vous qui nous suivez à la télé, vous qui êtes capable de montrer la maison de papa, la maison de maman, les terrains du grand-père, les terrains de la grand-mère, le village de l'arrière-grand-père, les ressources éthériques traditionnelles de l'arrière-grand-mère maternelle. Êtes-vous sûr que vous êtes plus pauvre, moins productif que l'occidental qui est dans un système qui l'étrangle, où il est réprimé et où il ne peut même pas se payer un carré de terre et dire mes ancêtres habitent, ils sont là, je viens de là, c'est ici, c'est à moi. D'accord, ça me rappelle une discussion qu'on avait hier où on se disait que en fait l'Africain il est très riche. L'Africain est très riche. Nous achetons tout content, alors qu'ailleurs il faut l'acheter. Basile, aujourd'hui clairement la France sent ses intérêts menacés en Centrafrique. Effectivement, c'est ça qui la fait France, que les États-Unis, je veux dire c'est ça aussi. qui fait que les Occidentaux et les Américains courent après l'Afrique et visent un problème et on vient s'installer, on se dit que c'est moi qui vais vous aider à résoudre le problème. C'est ce que Russie est en train de dire. Mais en même temps, on a beau dresser un bon diagnostic de la situation, mais quand vous regardez aujourd'hui, vous prenez la simple question du terrorisme. Vous voyez comment ils ont réussi à remettre l'Afrique sous leur giron avec cette question où tout le monde s'est dit c'est avec eux qu'on peut résoudre le
problème? Justement, il faut que les Africains se fassent confiance. Malheureusement, le cri des panafricanistes continue de résonner comme dans un désert où personne ne les écoute. Il faut que l'Afrique s'unisse. L'unité de l'Afrique est une obligation, et si jamais on refuse, les unités, les unions, tout ça là ont échoué jusque-là. L'unité africaine, on dit l'UA, l'UE, je ne sais pas tout ça là, mais ça a échoué dans la réalité. Si c'est qu'on a pu réussir à unir l'Afrique, nous serons déjà loin. Et malheureusement, les Occidentaux, les Américains feront tout pour que nous ne réussissions pas ce que nous sommes en train d'appeler l'unité africaine. Et c'est par là qu'ils passent. Au lieu que les Africains, au lieu que les dirigeants africains, au lieu que les intellectuels africains réfléchissent à cette question pour voir comment est-ce que nous pouvons arriver véritablement à réaliser une unité africaine qui pourra faire face à l'Occident, qui pourra avoir voix au chapitre quand on parlera donc de développement, quand on parlera de paix, quand on parlera de sécurité internationale, qu'on puisse également nous interroger, qu'on puisse également nous écouter. C'est ce que le Horace disait. On fait un sommet sur la Libye où on n'invite pas les Africains ou les Occidentaux qui ont. Pourquoi? Et personne ne trouve ça scandaleux. On accepte. On ne peut rien dire. Les Africains acceptent. Il faut qu'à un moment donné, il y ait un sursaut d'orgueil, que le continent africain se dise, mais il faut que l'Afrique appartienne aux Africains. Comment allons-nous faire? Comment allons-nous réfléchir ensemble pour créer cette synergie d'une Afrique où les Africains vont se dire, nous sommes Africains, nous allons nous imposer comme Africains, et non pas toujours attendre que ce soit l'Occident qui nous prête ses armées pour qu'on vienne nous sécuriser dans nos pays. Et quand nous crions tout le temps que non, la sécurité, etc., c'est eux qui viendront, c'est eux qui viendront. Et la France aussi se fait sa bombance de temps en temps pour dire, bon, nous allons vider vos pays de nos militaires qui sont là, sachant qu'ils ne le feront d'ailleurs jamais. Jamais. Donc, il faudrait qu'il y ait une réflexion d'ensemble du continent africain. Les intellectuels africains n'ont qu'à poser le vrai problème, le vrai diagnostic et trouver les vraies solutions au lieu que de nous sortir des théories. Vous permettez, j'ai l'impression que la première chose à faire, c'est qu'il reviendra au chef d'État de se dire, nous avons parcouru le chemin pendant des années avec tel pays, et voilà les résultats. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de tenter d'autres expériences? Je pense que Faure Gnassingbé, en 2018, quand il était en Chine, dans son discours, là, il a dit, nous avons eu des contrats, des conventions avec les Occidentaux, voilà les résultats que nous avons eus. Maintenant, il serait intéressant de tenter aussi avec la Chine pour voir ce que ça va donner. Je pense que c'est ce que disait Horace. C'est comme on est dans des modèles où, pour se développer, on doit essayer celui-ci. Voilà. Ça ne marche pas, on va essayer celui-ci. Qu'est-ce qu'on fait? Nous-mêmes, jamais entre nous. C'est le même chemin. Non, parce qu'au fait, le problème, le gros problème, c'est qu'on nous a imposé un modèle de gouvernance dont on n'arrive pas à se échapper à cela. Est-ce qu'on peut arriver à un moment à réfléchir, à avoir un modèle de développement qui nous est fait par nous, par les Africains, et appliqué par les Africains? Je ne sais pas si c'est une paresse des intellectuels africains ou bien... Non, il y a des réflexions. Les intellectuels peuvent réfléchir, mais je vais vous dire, quand Emmanuel Macron était arrivé l'autre fois sur le continent africain, tout d'abord, ça a montré que la France était menacée. Ça a montré que la France était menacée. La France a dit, il faut que je descende sur le territoire africain pour expliquer en réalité, pour avoir... C'est un acte communicationnel. Mais l'autre chose, je ne sais pas si vous avez suivi les interventions de Issoufou Mamadou, le président du Niger, et Emmanuel Macron. Le président nigérien s'est mis dans une posture d'enfant pour dire merci, nous disons merci pour ce que vous avez... Issoufou pour Areva a voulu parler, il s'est fait taper sur les doigts. Donc il s'est mis dans une posture d'enfant pour dire merci, nous vous disons merci, le terrorisme c'est ceci, merci pour ce que vous faites à nos côtés. Et Emmanuel Macron a dit, mais c'est vous qui avez demandé à ce qu'on vienne. Assumez votre demande. Expliquez à vos populations que c'est vous qui avez besoin de nous. Je ne sais pas si vous avez suivi cette phrase-là. C'est lui. Donc, c'est pour dire que les dirigeants, ils sont déjà conquis. Non. Les dirigeants sont déjà conquis parce que dans leurs propos, ils montrent qu'ils ont besoin de la France. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Mais le problème aujourd'hui... Et pour ce qui est d'Emmanuel Macron, sa communication était justement pas la cible n'était pas les dirigeants, mais les cibles étaient les populations. Parce que justement, il y a quelque chose d'avilissant dans le fait d'humilier
les premiers chefs, on les convoque. Ensuite, quand on voit toute la communication qui a été faite, même ne serait-ce qu'au niveau de la manière de parler, le ton, l'expression, les mots choisis, tout a été fait justement pour que les populations africaines prennent conscience de cet état de fait. Donc en réalité, ce que Macron a fait, c'est décrédibiliser les chefs d'État devant leur population. Ouais. Pour leur dire que ce sont eux qui ont besoin de dons. Non, pire, c'est nous les chefs. Il y a un truc en Afrique, dit, bon, de toute façon, bon, même si vous parlez, bon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez besoin de nous. Voilà. Mais le problème, c'est que, et c'est d'ailleurs ce qui m'a agacé, notamment sur les médias occidentaux, qui refusent parfois de partir à la base du problème, c'est que la désorganisation est organisée depuis longtemps, à la base. Quand on prend le cas du Mali, quand on prend l'épopée du Front malien, quand on prend Modibo Keïta, quand on prend après la dictature de Moussa Traoré, après quand on voit par exemple ATT et toute l'ouverture qu'il a essayé de faire, après quand on voit son remboursement, quand on voit après les terroristes qui sont repoussés et le fait qu'on maintienne Kidal. Pourquoi avoir maintenu Kidal? C'est-à-dire il y a beaucoup de, comment dirais-je, il y a beaucoup de manipulation. Et à un moment, là où je pense que il y a eu beaucoup de naïveté de la part des dirigeants français, c'est de penser que les gens n'observent pas. Le problème avec la population africaine, c'est que les gens sont toujours dans cette image de population africaine illettrée. C'est ce qu'on dit aux gens. Ils sont illettrés, ils sont des villages, ils ne comprennent rien. Bon, on va faire un petit truc et ils vont comprendre. Alors que c'est faux. Les gens, ils ont les médias, ils observent, ils analysent et ils ont dans leur ressentir la sensation que quelque chose ne va pas. Je voulais ajouter ceci. Quand on parle par exemple de l'incohérence des choses, c'est le fait de s'apercevoir que par exemple pour un pays, quand on a eu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ou même ce qui se passe en Centrafrique, il est beaucoup plus facile pour des troupes étrangères occidentales d'aller intervenir dans ces pays que des troupes africaines. Alors que l'ironie de l'histoire veut que des Tchadiens, des Congolais, des Camerounais se sentent nettement plus concernés par le problème centrafricain qu'une troupe française ou une troupe russe ou autre. C'est une question de moyens. Non, c'est pas une question de moyens. C'est-à-dire, je vais te dire un truc. C'est-à-dire, si actuellement, si je prends par exemple, tu parles de, effectivement, c'est un problème économique et géostratégique. Actuellement, un Européen qui arrive en territoire africain a plus de facilité pour se déplacer dans le territoire africain et y investir qu'un propre Africain. Si par exemple un Africain se lève pour aller construire, dans un pays de l'Afrique centrale, on lui dira tu es un Westaf. Mais si par exemple c'est un Chinois, un étranger qui le fait, c'est perçu comme tout à fait normal. D'accord. Notre second sujet, c'est le Mali. On va en parler très rapidement. L'ancien putschiste Amadou Sanogo est en liberté provisoire. Amadou Sanogo, c'est ce capitaine bombardé général 4 étoiles qui a commis le coup d'État contre ATT en 2012. Il aura passé donc au bas mot pratiquement 8 années de détention, il faut le dire, provisoire. Basile, on doit parler de, je ne sais pas moi, d'une sorte de dégel. On cherche quoi en le remettant en liberté? Est-ce qu'il est vraiment en liberté provisoire? Parce qu'aux dernières nouvelles, moi j'ai appris qu'il n'est pas en réalité pour le moment. La résidence surveillée. Que le procès continue pour qu'on vérifie si vraiment on va libérer. Mais je ne suis pas sûr que la liberté provisoire lui sera accordée. Enfin, moi, je ne suis pas sûr. Parce que quand je lis les dernières nouvelles, je me dis qu'il reste encore beaucoup à faire pour que vraiment cette liberté lui soit concédée. Ce qu'on lui reproche, c'est quoi exactement? D'avoir perpétré le coup d'État ou quoi concrètement? Oui, je pense que c'est cela fondamentalement. Parce qu'après, il a perdu le pouvoir. C'est lui qui a... Sinon, on devait organiser les élections en 2012. Et lui vient. Et il fait sans qu'il restait 3 mois à Oui, il restait 3 mois à TT, donc il vient. Mais personne n'avait compris d'ailleurs à l'époque pourquoi ils ont fait ça. Mais c'est comme les militaires étaient fâchés parce qu'ils se disaient, mais ATT, Amadou Touré était incapable, on n'arrivait pas à gérer la crise de sécurité, oui, l'avancée. Et peut-être on peut dire qu'ils ont eu raison. Parce que si ATT avait pris toutes les dispositions à l'époque, peut-être on n'aurait pas connu cette situation de terrorisme jusqu'à présent. Donc c'est pour cela, en fait, c'était le mobile qui les avait poussés à commettre le coup d'État qu'ils ont réussi. Mais on a eu plus l'impression, au risque, qu'après leur coup d'État, la situation s'est beaucoup plus
comment dire, Aggravé. c'est beaucoup plus aggravé. Oui, mais justement, c'est ça que je trouve bizarre. Parce qu'on a... alors, je ne vais pas dire que ATT est parfait, mais on a quand même un président qui a maintenu le Mali dans une certaine stabilité. Et puis, bizarrement, à 3 mois de sa fin de mandat, alors même qu'il n'a pas de prétention pour se représenter ou faire quoi que ce soit, on le renverse et on donne comme pour prétexte la situation sécuritaire. Alors là, j'avoue que c'est assez troublant. Pourquoi? Parce que ce qu'on ne dit pas assez sur les peuples de cette région, les peuples touaregs, c'est que le contentieux avec les autres peuples du Mali, il ne date pas de maintenant. C'est un peuple qui, même quand vous remontez dans l'histoire, quand il y avait l'Empire Songhai, l'Empire du Mali, a été assujetti et n'a jamais toléré cet assujettissement-là. Ils ont, je pense, 1 ou 2 fois assassiné un des rois. Ils n'ont jamais accepté ce statut. Je pense même qu'il y a une période de l'histoire où ils ont même demandé à pouvoir intégrer l'Algérie. Ouais. Donc le contentieux n'est pas de maintenant. Maintenant, ce que moi, qui me gêne aussi avec l'État malien, c'est que je pense qu'à un moment, il faut faire la distinction des choses. Il y a le problème qui est politique, la chose politique qu'il faut régler. Il n'y a pas de problème, il y a la chose économique qu'il faut régler. Mais je pense que ce sont des peuples, même quand on voit après les problèmes qu'il y a pu avoir avec Mopti, les Peuls, les Dogons et tout ça, ce sont des peuples qui vivent séculairement ensemble depuis des siècles. Donc, ils n'en sont pas à leur premier litige. Et je pense que la naïveté, selon mon analyse, a été d'écarter justement tous les rouages traditionnels, ethniques, je dirais même mystiques, qui font que certains peuples ne peuvent pas attaquer d'autres. Certains peuples vivent ensemble avec les autres. Et c'est là où je pense s'est trouvé la pertinence d'un État comme le Rwanda, parce que après le génocide, on a fait ressortir certaines choses traditionnelles qui n'ont pas été peut-être au top de la perfection, mais qui ont quand même permis au pays d'avancer, comme les gachacha, comme comment dirais-je, l'exigence de la perfection au niveau des ministères, des personnes qui s'engagent pour... Ces choses-là, ce genre de rouage existe au Mali. Donc à un moment, ce qui m'a étonné, c'est que quand il y a eu ce problème Touareg-là, comment se fait-il qu'on n'a pas eu recours à ces chefs, à ces tribus, à ces peuples, et pourquoi on ne les a pas mis en exergue pour régler traditionnellement le problème malien avant d'arriver à la stature politique, militaire. Basile, il y a quelque chose d'assez incompréhensible dans l'arrestation d'Amadou Sanogo. Il était capitaine à l'époque. On l'a gradé. On s'imagine difficilement un capitaine, avec tout ce qu'il a devant lui comme hiérarchie, aller faire un coup de tas. On a comme l'impression qu'il a juste endossé. Mais c'est lui qui comprend. Ceux qui ont organisé, les têtes à penser, les généraux, les colonels, les commandants qui étaient dans l'ombre. Mais vous savez, la plupart du temps, on a comme l'impression que les gens croient que c'est les généraux qui ont plus d'hommes sous leur commandement. C'est faux, ce sont les subalternes. Ce sont les subalternes qui ont beaucoup plus d'hommes dans leur commandement. Et la plupart du temps, ce sont les capitaines qui font les coups d'État. Regardez au Ghana, par exemple. John Randis, donc, c'est ça. Donc, il ne faut pas croire qu'il a endossé le coup. Moi, je suis persuadé que c'est lui qui a organisé. Parce qu'il a des hommes sous son commandement, beaucoup plus d'hommes sous son commandement que les généraux qui l'ont. C'est pourquoi la plupart du temps, il y a beaucoup donc, de capitaines qui n'aiment pas même qu'on les gratte parce qu'ils se contentent donc d'avoir... ils sont déconnectés de la base de l'armée. Vous savez, donc c'est ça. Je crois qu'il a endossé, mais il l'a fait. Il l'a fait. Il a eu l'intention de le faire. C'est la raison pour laquelle il a pu le faire. Mais malheureusement, ça n'est pas allé. Maintenant, on le juge pour comprendre quoi. Pourquoi il a fait, comment il a fait. Pourquoi on le juge? Non, on le juge parce qu'il faut le libérer un jour. Bon, il faut du jour au lendemain le libérer. De toute façon, le coup d'État n'a jamais été dans une constitution d'un État. Donc, il faut qu'on le libère. Il faut qu'on le libère. Il faut qu'on le libère pour tout d'abord dire
dire qu'en réalité, le coup d'État, ce n'est pas une bonne chose, c'est illégal. Donc, pour montrer à l'opinion qu'il a commis, que c'est un crime. Et donc, c'est tout. Et l'autre chose aussi, c'est que il a fait le coup d'État, mais je ne pense pas qu'il eut suffisamment d'appui des puissances étrangères derrière. C'est comme ils se sont levés eux-mêmes, les militaires, et ils ont fait le coup d'État. Et après, ils ne savaient plus comment gérer la situation. C'est comme la partie sortie. Oui, c'est comme ce qui s'est passé. Je ne voudrais pas les comparer à ce qui s'est passé au Gabon. Voilà, vous imaginez. Donc, donc ils n'ont pas mesuré un peu la portée, ils n'ont pas mesuré tout ce qui devrait découler des conséquences et autres. Et c'est pour cela que ça n'a pas marché. Moi, j'en fais une lecture différente parce que il y a quelques temps, là, on parlait du retour de ATT. Donc, il est rentré. Donc, je pense que, compte tenu de la situation sécuritaire au Mali, je pense qu'il y a un genre de Pax Mafiosa où on réunit tous les leaders de l'armée malienne afin qu'il y ait une recohésion et qu'il y ait réellement quelque chose de bon qui se fasse du côté de l'armée. Bref, on va suivre cette actualité de très près. La pause. Et après le journal, on se retrouve pour continuer.